Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à l'Institut du Monde Arabe. Nous sommes à Paris, il fait un temps absolument divin. C'est le printemps, c'est le Festival de Cannes, c'est bientôt les vacances. Nous allons évidemment parler de l'actualité culturelle. Vous savez qu'en ce moment, la France a le sens des formules. Eh bien, nous avons décidé d'être Gatsby. Nous sommes Gatsby, une sorte de Gatsby francophone. C'est la décision que nous avons prise. Et avec toute la joyeuse équipe que je vais retrouver derrière moi dans un instant, nous allons parler de toute l'actualité. Cette actualité, la voici. Et voici donc le sommaire. À l'occasion du cinquantenaire de la mort du Corbusier, le Centre Pompidou présente une grande rétrospective sur fond de polémique à propos de sympathies extrémistes qu'on prête au grand architecte. Le Corbusier entre ombre et lumière, c'est notre premier thème. Les webdocs et les web-séries sont en pleine expansion et cela soulève quelques questions. En quoi la forme d'écriture est-elle spécifique? Est-ce que cela correspond à un mode de consommation des nouveaux spectateurs de l'image? Une nouvelle économie de l'audiovisuel va-t-elle se dessiner? Nous en parlons aujourd'hui. Alpha Blondy, le reggaeman aux millions d'albums vendus, en sort un nouveau, son 20e, Positive Energy. Et ce n'est pas tout. Le Bob Marley africain commence bientôt une tournée et il a lancé en mars sa propre radio à Abidjan. Nous discuterons de ce que représente Alpha en Afrique et dans le reste du monde, artistiquement et même politiquement. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Avec à mes côtés donc Estelle Martin, le TV5 Monde que vous connaissez. Bonjour Guillaume. Alain, bonjour. Bonjour Guillaume. Lunettes coordonnées avec la veste, c'est pas très culturel mais c'est magnifique. Yves, bonjour. Bonjour, Quel est le Guillaume. Gatsby de la musique, vous qui êtes le grand spécialiste de la musique arabienne? Brian Ferry. Brian Ferry, évidemment. Donc une petite bonne note pour Bigot. Ce qui de ma part, évidemment, de la flagornerie absolue, parce que c'est le patron. Mathieu Dugal de Radio-Canada, quel est le... Un Gatsby québécois? Oui. Dolan, il a un petit côté... j'irai avec Dolan, en fait. Dolan, il a un petit côté Gatsby hystérique. Ouais, absolument, absolument. Mais vous m'avez devancé, donc je sais pas, est-ce que j'ai une bonne note pour voilà. ça? Non, un demi-point. Il est sévère aujourd'hui. Et Michel Serruti, donc évidemment notre camarade suisse à qui nous allons parler d'architecture dans un instant. Pourquoi parlons-nous de Le Corbusier comme premier sujet de 200 millions de critiques? Pour une raison très simple, c'est qu'il est l'objet d'une grande rétrospective donc au Centre Pompidou à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition. Il est aussi l'objet de très nombreuses publications, plusieurs livres, dont un dont vous allez découvrir le titre qui évidemment met les pieds dans le plat, qui s'appelle Le Corbusier, un fascisme français. C'est publié aux éditions Albin Michel. Avant de débattre autour de la personnalité de Le Corbusier, voici donc ce sujet de la radio-télévision suisse qui vient de visiter cette exposition. Regarde. 50 ans après sa disparition, le grand architecte continue à faire parler de lui. Plusieurs ouvrages cette année et une exposition au Centre Pompidou intitulée « Mesure de l'homme ». On pense d'abord s'être trompé d'étage, mais ces toiles sont bien du Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret, le vrai nom de cet enfant de la Chaux-de-Fonds, qui se destinait d'abord aux beaux-arts. Nous avons souhaité présenter la peinture sous une forme forte dans l'exposition et surtout d'essayer de montrer les allers-retours entre les différents domaines de création. Doté de multiples talents créateurs, Le Corbusier a voulu faire entrer en résonance son architecture des années 20, couleurs, sons, points de fuite, la quête d'une formule magique. Au cœur de l'exposition, le Modulor mesure l'homme idéal, selon Le Corbusier, 1,83 m, proposé comme le diapason des architectes. C'est comme si nous avions un piano accordé. Faites la comparaison entre un violoniste et un pianiste. Le pianiste tape des notes justes si son piano est accordé. Le violoniste est obligé de chercher la place de ses doigts. On s'est donné un thème qui est celui du corps, Le Corbusier mesure de l'homme, parce qu'il nous paraissait que ce thème pouvait couvrir la totalité de son œuvre, de sa carrière, et donc le parcours est chronologique. L'architecte se veut radicalement moderne, dans un esprit nouveau, le nom de sa revue, ses aspirations à un art totalisant, industriel, fonctionnel, entrent en phase avec les idéologies totalitaires de l'époque,
Fascisme, stalinisme, nazisme, des régimes bâtisseurs, un ordre nouveau qui fascine l'architecte. Plusieurs livres cette année insistent sur cette part d'ombre, mais pas l'exposition de Beaubourg. L'homme est complexe, mais il y a une part d'ombre, il peut y avoir une part de lumière. Après-guerre, Le Corbusier met son gigantisme au service de la paix, façonnant, comme ici, la capitale du Pendjab en Inde. Poète de l'angle droit ou Picasso du béton brut, on parle parfois de brutalisme. Il propose alors aux ouvriers des cités radieuses que le temps a parfois fait mentir. L'espace que lui consacre le Centre Pompidou jusqu'au 3 août donne au plus grand architecte du siècle passé toute sa mesure et parfois même sa démesure. Question à tous mes camarades. D'abord, est-ce que vous saviez qu'il existait les uns et les autres, avant cette exposition et ces publications, une face, disons, sombre de Le Corbusier? Estelle? J'avoue que non, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces critiques autour de Le Corbusier. Pour moi, c'était vraiment la cité radieuse que j'ai visitée. Et c'est vrai qu'après, ça ne m'étonne pas non plus, vu l'époque, et vu aussi sa conception de l'architecture. C'est vrai qu'il voulait une cité rationnelle, cartésienne, et je peux comprendre que c'est plus au mouvement fasciste de l'époque. Et lui, en revanche, ce qui ne m'avait pas échappé, c'était son côté « je suis le plus grand architecte du monde ». Donc, a priori, que ça soit des mouvements fascistes ou pas, il voulait être le plus grand architecte. Donc, il proposait ses services. Et je pense que ça va aussi dans ce sens, effectivement, que peu importe. Donc, absorbé par l'époque, ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas. Mais vous ne le saviez pas? Non, j'avoue, mais bon, je n'ai pas votre culture immense. Non, c'est vrai que je ne le savais pas. Mathieu? En fait, j'étais au courant de ses sympathies fascistes, mais évidemment, quand on va voir cette exposition-là, c'est pas là qu'on va l'apprendre. Et c'est là où le bas blesse, parce que pour bien des gens, on en a parlé. On a parlé, par exemple, des rapports troupes de Furtwängler, le chef allemand, Herbert von Karajan aussi, qui a dû subir une période d'un sas de décontamination après la Deuxième Guerre. Actuellement, en Allemagne, il y a toute l'affaire autour d'Heidegger, qui passe pour le plus grand philosophe du XXe siècle. Et depuis qu'on sort les parties expurgées de son travail, on se rend compte qu'il était plus que sympathisant, beaucoup plus que Le Corbusier. C'est vrai que quelqu'un comme Le Corbusier, un architecte, lui, il a directement un impact sur la vie de monsieur et madame tout le monde. L'architecture, l'urbanisme, c'en a un. Donc la question, c'est de savoir aujourd'hui si son architecture, elle avait évidemment un impact, mais elle pouvait être considérée comme un pont concrétisé de ses croyances, de ses convictions. Donc est-ce que c'était une architecture qui était fascisante? Quand on lit les textes d'un certain nombre d'architectes aujourd'hui, on a tendance à penser que oui, ils sont plutôt nombreux à dire que ça rentrait dans cette conception-là. On n'a pas dit un mot sur ce que avait fait Le Corbusier pour l'instant. Hein. C'est la cité radieuse, je l'ai noté. Absolument. Mais il a fait une chose, par exemple, que je trouve sublime, moi, c'est l'église de Ronchamp, qui est un endroit absolument extraordinaire. Donc. Et Estelle, vous avez parlé de la cité radieuse, la cité du fada, comme disent les Marseillais, qui, quand ils veulent traverser le port, prennent le ferry-boat. Hein, mais vous n'avez pas décrit ce qu'était le projet de la cité radieuse, parce que c'était quand même un projet qui était tout à fait intéressant en lui-même, puisque c'était un espace de vie qui voulait être humain, dans lequel on avait à la fois des habitations, mais aussi de la culture, mais aussi du commerce. Il y a un exemple d'ailleurs à Montréal de quelque chose, moi, qui m'a fait penser à la cité radieuse, c'est la cité... de Moshe Safdie. Voilà, exactement. Qui réunit comme ça... C'était lacustre. Oui. D'ailleurs, et c'est intéressant que vous le mentionniez, parce que... Et d'ailleurs, ça, pourquoi on parle... Là, on a commencé à parler de ce qu'on a voulu cacher dans cette exposition-là. Et c'est dommage, parce que justement, on prend du temps pour essayer de dire, bien, écoutez, on n'a pas parlé de cet aspect-là de Le Corbusier. Il y a quelque chose qui est complètement oblitéré là-dedans. Et c'est très dommage, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue théorique. Et ça, je pense qu'on y répond très bien dans cette exposition-là. Mais en même temps, tout ce qui est... Parce que, par exemple, on parle du purisme, parce qu'il a peint aussi beaucoup Le Corbusier, donc cette école du purisme qu'il défendait. Mais évidemment, on ne parle pas, en parlant de son école du purisme, de tout ce qui sous-tendait aussi cet idéal de la pureté dans les années 20, dans les années 30. Et ce sont des choses qu'il faut remplir nous-mêmes. Et en même temps, l'espèce d'architecture utopiste, elle était aussi partagée à gauche. L'extrême gauche était aussi très, très versée là-dedans, autant que l'extrême droite. Alors, de dire que c'est du fascisme, il a construit sous Staline aussi. Je ne suis pas certain que c'est une architecture fasciste, une architecture utopiste. Ça, c'est une chose, ça, c'est sûr. Alain Gerlache.
C'est à vous. Il y a une spécificité, en effet, et Michel y a fait allusion, des architectes par rapport aux autres créateurs ou aux autres artistes. Ce sont aussi des artistes, mais ils changent notre environnement. Ils modifient la vie des gens. Ils ont un impact direct sur la façon dont les gens vivent, habitent, logent, sont en famille, etc., se déplacent. Et c'est vrai que, du coup, on a tendance à considérer que l'aspect idéologique est plus sensible. Cela dit, on a quand même commencé par dire qu'on ne savait à peine son passé. Et alors maintenant, subitement, du coup, à cause de 2-3 phrases, et d'autres sans doute aussi, on se dit, non, tout compte fait, c'est vrai, son architecture, on y voit quand même le fascisme, etc. Mais je suis désolé, dans les cités, qu'est-ce qu'on voit ça n'a pas été construit par des nazis ou des staliniens, et pourtant c'est une architecture quand même fort peu humaine. Est-ce qu'on va raser Versailles parce que c'est le symbole de la monarchie absolue? Il n'y a jamais été question de raser quelque chose. Est-ce qu'on va considérer que Versailles, c'est pas bien parce que c'est le symbole d'une société et d'un pouvoir qui était... Mais c'est ce qu'on ne fait pas dans cette Voilà, expo-là. c'est ce que j'ai commencé par dire. C'est une erreur d'avoir occulté cette période parce que du coup, on focalise dessus et on oppose les deux alors qu'il faudrait essayer d'avoir une approche globale qui fait la part des choses. Alors, il faut rappeler que nous voyons en 2015, avec les informations qu'on a et ce que nous vivons et par rapport aux valeurs de notre époque, mais il faut rappeler que Le Corbusier, avec tous ses défauts, il était l'ami de Malraux d'un côté, de Picasso qui était communiste de l'autre, etc. Donc c'est qu'après-guerre, il n'était pas considéré comme nous pouvons le faire en ce moment. C'est la déformation classique. Voilà, il faut juste le rappeler. C'est le problème, parce qu'on peut poser la même question concernant Hergé, par exemple, et elle a été posée à plusieurs reprises. Ne parlons même pas de Céline, qui est le cas d'école fondamental de cette question, voire François Mitterrand. Mais Claire, évidemment. Mais Hergé, Tintin, ce petit jeune homme asexué, propre sur lui, etc. À propos de Malraux, est-ce que je peux citer Malraux, parce que je pense que cette phrase... Vous aimez bien citer Malraux, J'aime bien citer Malraux. C'est une phrase qu'il a citée dans son oraison funèbre. Le Corbusier a connu de grands rivaux, mais aucun n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture, parce qu'aucun n'a été si longtemps, si patiemment insulté. On a l'impression que ça continue. Donc l'exposition sur Le Corbusier s'appelle La mesure de l'homme, jusqu'au 3 août au Centre Pompidou, il faut quand même y aller. Et donc, je le disais tout à l'heure, à propos de ce livre, Le Corbusier, un fascisme français, publié donc chez Albin Michel, il en existe un autre de François Chalin qui s'appelle Un Corbusier, prouvant donc que l'homme est multiple et qui est publié aux éditions du Seuil. Nous allons lire les tweets. Pour commencer, un tweet du journaliste et écrivain français Pierre Assouline, qui s'est beaucoup intéressé à un autre personnage ambigu qui est Simenon, puisqu'il a écrit une biographie de Simenon, qui lui aussi n'était pas franchement à gauche, et qui s'est intéressé à une lettre ouverte sur le site La République des Livres, où François Chalin dénonce la campagne de presse contre Le Corbusier, architecte fasciste. Autre tweet et autre journaliste, Franck Ferrand, qui travaille à Europe 1 et France Télévisions et qui a posté la couverture d'un hors-série du journal Télérama consacré à Le Corbusier, le bâtisseur du XXe siècle. Et pour terminer, une journaliste encore qui travaille pour le site d'infosled.fr et qui nous renvoie vers un article d'un confrère intitulé « Pourquoi les gens sont-ils heureux dans les logements sociaux de Le Corbusier ?» Vos tweets avec le hashtag 200 millions de critiques, votre émission préférée, vos messages sur le site internet de TV5 Monde. Voici le deuxième sujet. Les webdocs et les web-séries sont en pleine expansion. On en trouve au cinéma, on en trouve sur les chaînes de télévision. Les deux genres ont en commun d'être une nouvelle manière de raconter des histoires, qu'il s'agisse de fiction ou qu'il s'agisse de documentaire, dans un format qui est évidemment conçu pour être court et diffusé pour le web. On parle même de chaînes entières qui s'installeraient sur le web. Pour que vous compreniez bien ce qu'est une web-série, voici un exemple. La série s'intitule Typique et elle est produite par la RTBF. L'important, ce n'est pas le sommet. L'important, c'est le parcours que nous avons fait ensemble. Le trajet que nous avons vécu dans l'amour, la passion, la galère. C'est ça qui est important.
n'a jamais eu. Oh, bénis ta vie. Voilà, web-série produite par la RTBF. Yves, vous avez travaillé en Belgique, Alain aussi, vous travaillez même à l'année en Belgique, c'est pas qu'on puisse dire, puisque vous êtes belge. Est-ce que vous en avez, par exemple, quand vous travaillez là-bas, est-ce que vous en avez diffusé, vous, Yves? Pas encore, parce que j'en suis parti à l'été 2008. Ouais. Mais le web documentaire, la web-série aussi, sont deux genres extrêmement vivaces, où la création à TV5 Monde, on produit des web documentaires, notamment on diffuse des web-séries, celles de la RTBF, celles de Radio-Canada, qui sont extrêmement performantes. On va donner la dans définition, ce domaine. alors, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'une web-série, un web-docu? Alors, c'est une série qui est conçue pour le web, et un documentaire, c'est un documentaire qui est conçu pour le web. Alors, je suis conscient que ce ne sont pas des réponses, mais ça veut dire, concernant les uns et les autres, que la durée est plus courte, que la manière de filmer est différente, et il faut bien l'avouer, la plupart du temps s'adresse à un public différent, ou un public, en tous les cas, plus jeune ou plus éduqué, on va dire, que ne le font les séries habituelles des chaînes de télévision publiques ou privées, d'ailleurs, ou les documentaires. Pour vous donner un exemple, à TV5 Monde, nous produisons des web documentaires. On a fait un notamment sur le château de Versailles, qui a y compris été présenté en Chine, à travers les objets. Ce sont les conservateurs du musée de Versailles qui vous racontent le château, sa construction, son histoire, à travers tous les objets qu'on y trouve. La seule différence, c'est qu'on est sur des formats beaucoup plus courts, qui sont faits notamment pour être visionnés sur des téléphones portables, sur des tablettes. On tourne actuellement un webdoc sur la Grand Place de Bruxelles, et tout son patrimoine absolument extraordinaire. Et le but, c'est de raconter les histoires différemment, avec des entrées qui soient différentes. Vous voyez, Versailles par les objets, par exemple, la Grand Place par la flèche, par l'objectif, c'est d'être diffusé sur les tablettes, en fait. Mais en fait, il faut vraiment faire la distinction entre les web-séries et le web documentaire. Parce que la web-série est plus proche de ce qu'on connaît, par exemple, à la télévision classique, sauf qu'on va jouer sur des formats différents parce qu'on va le regarder, par exemple, sur une tablette, sur un téléphone portable. Tandis que le webdoc, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Le webdoc change vraiment la manière de narrer des histoires. En fait, c'est la narration qui est complètement changée. Et d'ailleurs, un des grands web documentaristes au monde actuellement, il est français, c'est David Dufresne. Et je reprends une de ses citations pour bien expliquer ce qu'est le webdoc. Il dit, le webdoc, c'est, et là je le cite, la mécanique du jeu portée sur la grammaire du documentaire, posée sur la grammaire du documentaire. Donc, quand on regarde un documentaire classique, faut réfléchir, on est un spectateur passif. Quand on est dans un web documentaire, le spectateur devient un acteur. Et là, je vous donne en exemple un des plus beaux projets actuellement, d'ailleurs, et la francophonie a vraiment une expertise là-dedans. Et ça, il faut le dire. Actuellement, il y a un web documentaire qui est vraiment fait mouche. On en parle partout dans le monde. Il s'appelle Traque interdite, qui a été produit par l'ONF, donc l'Office national du film du Canada, en collaboration avec Arte. Il y a aussi... avec la RTS. Avec la RTS. Le Bayerische Rundfunk aussi, les Allemands du Sud sont là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est qu'on nous montre, en nous mettant au centre de l'action, comment on laisse des traces sur Internet. Donc, il y a 7 volets à ça. Il y en a 3 qui sont en ligne actuellement. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir et à aller expérimenter cette chose-là. Alors, on nous demande, par exemple, d'aller mettre l'adresse des sites qu'on va visiter le matin pour s'informer. Et donc, ça nous montre toutes les traces que cette simple recherche-là, cette simple visite-là sur des sites va faire. Et on nous met donc dans la position du sujet et de l'objet. On est à la fois l'acteur, mais aussi le sujet de cette chose-là. Donc, c'est vraiment très important parce que ça retourne toute la manière traditionnelle qu'on a de consommer du documentaire. Oui, on devient un journaliste. Alors, nous, on est des journalistes, mais par exemple, dans Fort McMoney, qui a été réalisé par David Dufresne, qui est incroyable parce que c'est vraiment, là, on est dans un documentaire, mais aussi dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer, on vous dit, voilà, vous voyez, vous êtes dans un environnement et c'est à vous d'aller vers les gens, vous leur posez des questions, ils vous répondent, ce sont des vidéos. Il y a une qualité. Avant, il y avait, au début, au voyage au bout de charbon, avait
commencé à faire ça, mais c'était juste des photos, alors que maintenant on est arrivé dans un degré de qualité incroyable et on n'est plus, on prend vraiment part, on devient, c'est ça, un journaliste, un Tintin, si j'ose dire, un enquêteur, et c'est sur les sables bitumeux au Canada, donc il y a une dimension aussi environnementale, et je trouve que les webdocs sont très engagés. Et il y a celui-ci, il y a Voyage au bout de charbon qui nous emmenait là en Chine pour voir aussi les désastres écologiques, et c'est passionnant. Moi je suis pas une spécialiste des jeux vidéo, et là, il y a vraiment, on peut aller sur Twitter, on peut aller sur les sites, il y a des sondages, il y a des photos, il y a vraiment, on sent qu'ils ont utilisé tout le panel, tout ce qui est à notre disposition. C'est génial. Alain n'a rien dit. Justement, quand vous dites il utilise tout le panel, je pense que ça c'est important. Il y a un webdoc qui a eu un réel succès et qui a marqué quand même aussi l'évolution du genre chez nous, qui s'appelle Salaud de pauvre. Il a été notamment produit par un réalisateur qui s'appelle Patrick Severin, il y a quelques mois en Belgique. Et qui parle en fait du quart-monde chez nous. Et lui, il parle de transmédia. Il ne parle pas de webdoc, parce que webdoc, c'est un peu comme si on mettait ensemble le doc et le web. Mais le web, pourquoi? Parce qu'on le voit sur Internet, etc. Non. Transmédia, parce que pour lui, la qualité principale du webdoc, transmédia, donc, c'est qu'on peut utiliser toutes les ressources, pas simplement l'image ou la vidéo comme un documentaire que l'on voit à la télé. On peut utiliser des infographies, on peut utiliser du son. On peut en effet rendre le public plus actif s'il souhaite s'impliquer davantage dans la manière dont il approche telle ou telle thématique, puisqu'il peut lui-même se mouvoir dans le documentaire. Et il trouve que c'est très important de parler justement de cette richesse, parce que c'est ça qui permet de faire le tour d'une problématique, ou en tout cas essayer de l'approcher plus globalement. Et puis il pointe aussi, et ça vaut aussi pour les web-séries d'ailleurs, un aspect quand même fondamental, c'est qu'à la télévision, c'est vrai, on a la commande à distance, on peut changer de chaîne. Mais Internet, c'est la télécommande puissance 1000. Parce que la concurrence qu'il y a sur Internet pour zapper, pour cliquer, est encore beaucoup plus grande. Et sur Internet, ça devient, à part les clics Internet, ça devient impossible de savoir qui fait quoi. Ce qui ne veut pas dire que ces choses-là n'ont pas un intérêt profond et une influence considérable. On peut tracer beaucoup plus, par exemple, le webdoc, justement, de par sa nature, on peut connaître vraiment d'où proviennent les gens qui viennent faire l'expérience. Comme Traque interdite, je suis allé voir les chiffres récemment. D'ailleurs, j'invite les gens à aller faire l'expérience parce que là, on est vraiment dans probablement ce qui est un des plus beaux exemples contemporains de ce qu'est le webdoc et comment on peut découvrir le monde par le webdoc, parce que là, on étudie les traces qu'on laisse en ligne et on nous montre ces traces-là. Et les chiffres récents, c'est plus de 360 000 visites sur le site de l'ONF. France, Allemagne, Canada, beaucoup de visites qui viennent de ces trois pays-là, mais il y a quand même 206 pays qui sont représentés parmi les internautes qui ont visité, qui ont fait l'expérience de Traque interdite jusqu'à maintenant. Et ça, d'un point de vue d'un documentaire, je pense qu'il y a beaucoup de documentaristes qui rêveraient d'avoir des chiffres d'audience comme ceux que permettent le web documentaire. Et ça, je pense que ça, c'est une force aussi actuellement, parce que de plus en plus, les générations qui sont nées avec Internet ont intégré cette manière de naviguer là. Et ça va donner un bon souffle, je pense, à ce format-là. Il y a de plus en plus de films, y compris hollywoodiens, qui sont tournés avec des téléphones portables. Hein. Oui, et on intègre aussi des expériences de web documentaire avec des Pour moi, c'est moins une question de support que véritablement de langage propre. Il faut que le web documentaire, je ne parle pas de série, je parle vraiment de web documentaire, il faut que ça devienne véritablement un langage propre qui s'émancipe complètement de la télévision, qui ne soit pas une sous-télévision ou une ressucée de certains trucs de télévision qu'on met là parce qu'on ne sait pas qu'en faire d'autres. Voilà, mais ça, c'est parce qu'on a donné les bons exemples. Mais il y a aussi pas mal de web documentaires, malheureusement, aujourd'hui, qui sont une sorte d'amalgame comme ça de différentes choses, de dossiers, d'archives et autres, qui ne sont pas véritablement du web documentaire, qui sont plus du dossier et qu'on peut confondre. Mais je pense que l'avenir du webdoc, il est formidable dès le moment où il est scénarisé tel quel, il est pris tel quel et il est vraiment utilisé. Et à ce moment-là, par contre, le danger ou la difficulté, c'est que c'est pas moins cher qu'un beau documentaire. Il y avait une statistique qui indiquait qu'en gros, un documentaire de 52 minutes, c'est entre 150 000 et 250 000 euros. Prison Valley, je crois que c'est ça l'exemple, c'était 230 000 euros. Donc c'est pas moins cher, mais c'est un langage propre, avec des ressources propres, avec une scénarisation propre, et à ce moment-là, c'est un formidable outil. Traque interdit. Pour clôturer cette conversation avec Yves, justement, qui dirige une chaîne de télévision, parce que c'est important de ce point de vue-là. Est-ce que
Donc il y a une existence qui est incontestable. Mais est-ce que cette existence, va ramener vers la télévision une clientèle, disons, plus jeune, première question. Et deuxièmement, à partir du moment où les chaînes de télévision les produisent, les uns ou les autres, ou en tout cas accèdent ou les aident à produire ce genre de choses, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire d'organiser leur propre concurrence ? C'est toute la problématique, effectivement, du moment, mais ça concerne aussi bien les journaux. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de fabriquer un petit peu de tout pour arriver à récupérer ou à conserver son propre public. Donc effectivement, les chaînes de télé, elles continuent de faire de la télé traditionnelle, qui est quand même loin d'être morte. Bien sûr. Mais elles fabriquent du contenu pour YouTube, mais elles fabriquent du contenu pour être regardé partout, sauf à la télévision. C'est-à-dire sur les tablettes, sur les téléphones portables. Et c'est, on va dire, mais c'est en tous les cas la seule issue et la seule manière dont ces entreprises peuvent espérer perdurer encore quelques années avant qu'on passe à un autre système. Les tweets. Pour commencer, la cellule web création de la RTBF nous invite à découvrir tous les projets web-séries, web-doc et transmédia de la chaîne Bravo à eux. En plus, Cédric Mal, qui est journaliste et documentariste, qui tweet à propos de la 3e édition. Alors là, c'est un mot qui, évidemment, est très compliqué pour moi. Le Liège Webfest, qui se tiendra à la Cité Miroir de Liège les 16 et 17 octobre 2015 et qui lance un appel aux œuvres numériques qui pourraient y participer. Et enfin, le dernier tweet émane de l'Alliance française de Saint-Domingue, bonjour à eux, et qui offre un lien vers un excellent webdoc de TV5 Monde intitulé « Partir, parlons français, c'est facile ». Vous nous laissez, vous le savez, vos tweets sur le hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet de TV5 Monde. Notre dernier sujet va être consacré à un chanteur que j'aime beaucoup, qui est un personnage vraiment un grand iconoclaste de la musique. C'est un des rois du reggae du continent africain, même si sa musique a considérablement évolué. Il s'agit donc d'Alpha Blondy. Estelle va nous quitter, ma chère Estelle, je suis désolé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et c'est Lise Lauretiak qui nous retrouvera dans un instant. Mais nous n'allons pas quitter Estelle totalement, puisqu'elle est l'auteur, vous le savez, avec Oran Marty, du Zap Culture que voici. Bienvenue dans l'univers fantastique de Naruto. 2 ans après la 4e guerre des ninjas, une météorite frappe la Terre. C'est sur ce canevas et ces personnages que Sacha Després compose son premier roman, La Petite Galère. Sauf qu'ici, la prairie, c'est le nom d'une cité en banlieue parisienne, et que la vie de famille y est aussi glauque que le décor. Les pauvres, y'ont pas d'argent. On n'en finira jamais, tu sais, c'est un éternel combat. 6, 7, 8, 9, 10, ok. Vaillancourt est radical, bagarreur, tire dans toutes les directions. Et on peut voir comment il a pu se faire quelques ennemis. C'est pas un travail de putain là, que je fais là. Un travail d'une conscience sociale. Parler à la psy, tenir à carreau, réfléchir, tout ça là. Ça sert rien qu'à faire plaisir à vous, à ma mère et aux éduques. Moi j'en ai rien à gagner là-dedans. C'est le moment que tout le monde attend. Le jury va donner le nom des 24 demi-finalistes du Reine-Elisabeth. J'ai fait le maximum et on est toujours content du résultat. 3 films français sur le podium, ça n'était pas arrivé depuis 44 ans. À quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, les Français restent de loin les plus cinéphiles en Europe, devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Certifié halal commence à Paris. Une jeune fille féministe est emmenée contre son gré dans un bled d'Algérie pour être mariée à un marchand de volailles. Vous rigolerez moins quand les femmes algériennes prendront conscience de leurs droits. Charlie Hebdo, accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Les représentants de l'hebdomadaire satirique ont reçu hier soir à New York le prix de la liberté d'expression décerné par la célèbre société littéraire Penn. Provocation ou œuvre d'art, le docteur Von Hagens entretient la controverse depuis des années. Le voici en photo, cet homme au doigt, signé Alberto Giacometti en 1947 et attribué hier à New York pour 132 millions de francs. Jamais au monde une sculpture n'avait atteint un prix pareil dans une vente aux enchères et jamais un artiste suisse n'avait été si courtisé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? 167,6 millions de francs, c'est le tableau le plus cher jamais vendu aux enchères.
La femme d'Alger de Picasso représente une scène dans un harem. La toile colorée du maître espagnol avait été vendue la dernière fois en 1997 à 40 millions de dollars. Le rideau se levait aujourd'hui dans une centaine d'opéras en Europe pour faire découvrir ses coulisses à un nouveau public. C'est un des rares endroits où, bon, avec mon look, je suis accepté. Les discours et compagnie, ça m'intéresse pas. Concerts et découvertes de talents, la Dolce peut enfin vivre. Salif Keita est en ce moment en tournée sur plusieurs scènes du monde. Le chanteur-musicien lance un appel à la tolérance entre Africains. À Aubagne, le grand maestro de la musique de film officie sous le regard bienveillant de Marcel Pagnol et d'un public conquis. Troisième sujet, donc après cette excellence Zap Culture, Alpha Blondy. Donc bonjour Lise-Laure, je suis ravi de vous retrouver. Bien évidemment, comme à chaque fois qu'on parle de musique avec Yves et tous ceux qui nous accompagnent, lors de cette émission, figurez-vous que ce cher Alpha sort son 20e album qui est intitulé Positive Énergie. C'est un peu le Bob Marley africain, bien que cette expression soit évidemment un petit peu toute faite. Il part en tournée à la fin du mois. Il a aussi lancé début mars sa propre radio à Abidjan. Que représente Alpha Blondy en Afrique et dans le reste du monde artistiquement et même politiquement, puisqu'il n'hésite plus à prendre la parole sur ce qui agite le monde aujourd'hui et le continent noir. Nous en débattrons juste après cet extrait de ce nouvel album, donc Alpha Blondy. Nobody knows what I'm feeling inside. Nobody knows that I'm hurting. I'm hurting inside. Oh, 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 oh. No brain, no head, no brain, no head. Revenons donc après cet extrait du 20e album d'Alpha Blondy sur la carrière pléthorique de ce garçon. On va commencer par vous, mon chéri. Alpha Blondy, ivoirien, c'est la première star du reggae africain. Il est arrivé en France il y a pas loin de 25 ans maintenant, avec Coco D-Rock, qui a été un tube, y compris en France. Mais Alpha, surtout, c'est un personnage absolument incroyable. D'abord, vous l'avez vu, il est incroyablement gonflé. Hein. Guillaume, le morceau sur son album précédent qu'il a chanté à la mairie de Paris le 20 mars avec nous. Mahomet n'est pas un prophète terroriste, l'islam n'est pas une religion terroriste.
Je veux dire, faut le dire. Aujourd'hui, il a toujours été très impliqué à la fois dans la politique. D'ailleurs, ça lui a été un peu reproché, hein, Lise-Laure, pour en dire mieux que moi, lors du conflit en Côte d'Ivoire entre les supporters de Gbagbo et ceux de Ouattara, même s'il participe aujourd'hui avec Tikenja Fakoly de la réconciliation nationale. Mais c'est toujours quelqu'un qui a été... C'est une grande gueule, Alpha. Ah bah ça... Voilà, hein, ça c'est le premier. Et il a une pharmacie bien remplie, en général. Après, oui, en général, oui, il sait faire la cuisine aux herbes. D'ailleurs, il fait très très bien la cuisine. Oui, il a arrêté la cuisine aux herbes, paraît-il, depuis un grand nombre d'années. Depuis une quinzaine d'années. Ouais. Alors pour la cuisine, non, parce qu'il y a moins d'un an, j'étais chez lui à Abidjan dans son studio et il nous a fait un dîner absolument sumptuaire. Mais son surnom à Abidjan, c'est Jagger. Parce que Alpha, il a cette qualité incroyable, c'est qu'à la fois, c'est quelqu'un de très engagé, de très militant pour la culture, notamment avec sa radio, sur laquelle il lit des grands textes, mais il a aussi cette qualité absolument incroyable, c'est d'avoir un humour dément et totalement décalé. C'est un fan absolu d'Astérix, de Tintin, il peut vous les réciter par cœur. Sur son nouvel album, mais déjà sur le précédent, il reprenait Le Métèque de Georges Moustaki. Sur celui-là, il reprend une chanson que vous ne connaissez peut-être pas tous ici, qui s'appelle « Une petite larme m'a trahi » de Claude François. Donc ça, au milieu de son répertoire de reggae-men extrêmement militant, militant pour les droits de l'homme, militant pour l'Afrique, militant pour l'islam soufi bien compris qu'il pratique. Ça en fait un personnage incroyablement sympathique, incroyablement généreux, incroyablement décalé aussi, qui a eu une petite période difficile après son très très grand succès quand il est arrivé en France et qu'il a connu donc avec Cocody Rock, avec Brigadier Sabari, qui est un hymne absolument incroyable en Afrique, un morceau là aussi très engagé. Je veux dire, c'est du même acabit, c'est du même type, c'est du même ton que Bob Marley. Lise-Laure, je suis d'abord ravi de vous accueillir pour parler d'Alpha Blondy. Dans le dernier album, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez retenu, vous qui connaissez bien son travail? Mais dans le dernier album, il parle d'apartheid, on reconnaît le militant. C'est ça qu'on aime en Alpha Blondy en Afrique, c'est qu'il est transgénérationnel. Il parle à tout le monde. Il ose dire ce que, en fait, beaucoup d'Africains pensent. Quand l'Afrique est décriée dans les médias, Alpha Blondy rappelle aux jeunes, ne partez pas, ce continent est le vôtre, ce continent, il faut rester. On se souvient, Yves a parlé tout à l'heure de ses prises de position par rapport à la crise ivoirienne. Au tout début, dans les années 90, il chante pour Houphouët-Boigny en disant c'est le monsieur de l'unité nationale. Dans les années 98, il chante contre l'armée française, il fallait le faire à l'époque, en disant partez, allez-vous-en, nous sommes souverains. Et tout ça, beaucoup de gens le lui reprochent, mais il dit moi j'en ai cure. Et ce qui est sur Alpha Blondy aussi, ce que j'aime, c'est le fait qu'il ait été bercé par sa grand-mère. Cette grand-mère qu'on voit d'ailleurs sur la pochette de ce nouvel album. Voilà. Comme il dit, j'étais le petit mari parce qu'il porte le nom du mari de cette grand-mère, de sa grand-mère. Donc, en fait, il a été choyé, il a vécu parmi les femmes quand on sait ce que représentent les femmes en Afrique. Et je trouve que c'est ça qui fait qu'Alpha Blondy, il parle aux jeunes, il parle aux vieux, il parle à tout le monde. Et en plus, il représente un peu ce que les Africains veulent être aujourd'hui, c'est quelqu'un de moderne. Avec ses phrases ponctuées par les you know, ça fait penser aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, c'est l'Africain, malgré ses 62 ans, que tous les jeunes veulent être aujourd'hui. Mon cher Alain. Alors moi, je connais Alpha Blondy beaucoup moins que mes deux voisins. Je veux simplement dire une phrase qui m'a frappé par rapport à son engagement et sa radio. Ce sont les Ivoiriens qui ont fabriqué Alpha Blondy. Par conséquent, devant tout le monde, je suis redevable à la Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est une belle phrase qu'un artiste dise ça. Je suis redevable, je n'oublie jamais d'où je viens. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on devrait toujours se remémoriser. N'oublie jamais d'où tu viens. C'est vrai. Et oui. Alain, tant et si bien qu'il avait ouvert un supermarché à côté de chez lui qu'il appelait les Galeries Lafayette. Mathieu. Vous l'avez mentionné, Yves, ce qui est intéressant aussi dans sa carrière. Est-ce qu'on le connaît au Québec? Est-ce qu'on le connaît au Québec?
La scène world, évidemment, dans la scène world, il est extrêmement connu. Il est venu souvent à Montréal. La musique du monde. Il est venu souvent à Montréal. Il a fait des tabacs. Mais ce qui est très intéressant dans son parcours, c'est de voir qu'à 62 ans, il ne s'est pas assis sur ses lauriers et il veut redonner à la communauté. Et je lisais une entrevue de lui récemment. Il parlait d'un proverbe africain. Il dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Oui. Et lui, il dit, je veux casser ça. Je veux faire en sorte que la littérature africaine soit reconnue en Afrique, que la grande littérature soit connue aussi en Afrique. Et sa radio, il est très fier de ça. Il dit, moi, ce dont je suis le plus content quand je regarde ce que j'ai fait avec ma radio, c'est quand les chauffeurs de taxi me disent, moi, j'écoute les livres que tu nous lis dans ta radio. C'est ça qui me remplit de bonheur. Alors, à 62 ans, il faut quand même souligner que la passion de la culture, la passion d'éduquer son peuple, elle est encore là. Et ça, c'est probablement ce qui est à mettre le plus à son crédit, parce qu'il pourrait s'asseoir et vivre de ses royautés et dormir sur son or. Mathieu, tous les grands artistes africains jouent un rôle parapolitique. Youssou N'Dour au Sénégal, c'est pareil. Il a été ministre de la Culture, il a des boîtes de nuit, il n'a pas les galeries Lafayette, mais... C'est plus complexe pour Alpha Blondy. Il est meilleur gestionnaire, je pense. La Côte d'Ivoire, la situation en Côte d'Ivoire a été beaucoup plus compliquée. Pour parler d'Alpha Blondy, il y a deux choses moi, que je voulais mettre en exergue. C'est pas si étonnant que ça de retrouver un titre de Claude François pour Alpha Blondy, parce que finalement, la rencontre de Blondy et puis du reggae, elle s'est faite aux États-Unis. Elle s'est faite comment? C'est quand il est parti là-bas pour apprendre l'anglais, puis ensuite, il a eu la carrière qu'on connaît. Mais surtout, auparavant, ce qu'il chantait, c'était Johnny Hallyday, c'était la chanson française. C'était pas tellement le reggae. D'ailleurs, c'est aux États-Unis. Lui croyait dur comme fer qu'en réalité, les chansons de Johnny étaient les originales. On a dû lui amener le disque pour lui prouver que c'était des reprises. Et à ce moment-là, il s'est dit... Mais il s'est dit... Alors, il a la phrase, c'est Hélène Lee qui la cite dans un de ses bouquins, Les rockers africains, où elle parle d'Alpha Blondy. Elle dit, Alpha Blondy, alors c'est écrié, il a dit, mais alors on est des suiveurs de suivistes. Et à ce moment-là, de vouloir faire autre chose. C'est-à-dire qu'on suivait les Français qui eux-mêmes suivaient les Américains. Donc faisons autre chose. Donc à ce moment-là, il a eu l'intérêt du reggae aussi. Pourquoi? Parce qu'il était aux États-Unis à une période où les blacks américains, il y avait cet esprit du retour sur les terres ancestrales, c'est-à-dire l'Afrique. Ils le voyaient comme africain. Donc, il avait une sorte d'aura. Et puis après, il y a le fameux concert Burning Spear à Central Park, et ça a achevé, on va dire, exactement, de l'amener à s'intéresser à cette musique. Alors, c'est comme ça qu'il est tombé dans le reggae. Et puis après, son côté politique, je disais qu'il est complexe parce que, alors, il y a eu Fouette, il était proche de Fouette, et puis après, il y a eu Colombe Bédier, il a soutenu Colombe Bédier, puis après, il y a eu Gbagbo, il était proche de Gbagbo, puis maintenant, c'est proche de Ouattara, il a toujours suivi. Et les gens disent Johnny. Les gens disent de lui quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que grande gueule il est, et en même temps il a ce côté vieux et jeune, c'est-à-dire qu'il est capable de se rebeller comme un jeune, et c'était notamment le cas dans Brigadier Savary, mais en même temps dans la même chanson il donnait des conseils de vieux, c'est-à-dire qu'il disait aux jeunes, attendez les gars, n'oubliez pas de sortir avec vos papiers la prochaine fois pour qu'il vous arrive rien. Et il a toujours été capable de surfer, c'est une sorte de funambule dans toute sa carrière, Alpha Blondy, c'est ça qui est merveilleux chez lui. Beaucoup de flair. Ouais, et puis de mélanger la chair et le chaud, c'est-à-dire qu'il est capable de dire ses quatre vérités, mais en même temps il le dit de façon relativement posée pour pas non plus s'ostraciser ou en tout cas s'attirer les foudres de tout le monde. Dans ses chansons, un peu moins. Voilà. Mais encore, Brigadier Savary, c'est entre deux. C'est vrai, mais il prend des risques absolument incroyables, je veux dire, sur son album. Alors, sur cet album-là, la moitié des chansons sont en anglais, donc évidemment, on va dire, les paroles nous atteignent moins directement, mais dans l'album précédent, il a des chansons sur les chefs d'État africains, notamment qui sont d'une violence absolument inouïe, et sa chanson, effectivement, sur le rapport entre l'islam et le terrorisme, c'est, je pense, la chanson la plus gonflée du moment. Et d'ailleurs, il n'y a plus que là qu'on va trouver de ce qui était la tradition du protest song, tel que porté par Dylan ou par Marley. Maintenant, le sujet le plus chaud, non, mais le sujet le plus chaud aujourd'hui, c'est la religion dans le monde. C'est plus juste les droits de l'homme, c'est pas l'égalité homme-femme, c'est pas les droits des homosexuels, etc. Le sujet, c'est la religion. Et Alpha, lui, il n'a pas peur de l'attaquer de front, pas plus qu'il n'a peur d'attaquer de front les chefs d'État africains dont il considère qu'ils se présentent encore comme étant dominés toujours
par la France, par la Belgique, par les pays coloniaux. Tout à l'heure, tu parlais des, comment on appelle ça, des chefs d'État. Et cette chanson, Boulevard Giscard d'Estaing, donc on a tous entendu parler ici, et beaucoup lui ont dit, à un moment avait dit à Alpha Blondy, mais pourquoi tu parles, qu'est-ce que tu as contre Giscard d'Estaing? Il dit, mais j'ai rien contre Giscard d'Estaing. Sauf que ça m'a marqué, pourquoi? Parce que quand Giscard d'Estaing était venu en Afrique, moi je m'en souviens encore jusqu'à aujourd'hui, on était tous mobilisés, on ne savait même pas pourquoi. Et justement, il y a un boulevard qui a été baptisé Boulevard Giscard d'Estaing, et c'était un boulevard super long, et il n'y avait pas de passage piéton. Donc chaque fois que tu passais là-dessus, tu te faisais écraser. Donc mon enfant s'est fait écraser. Non, c'est devenu Boulevard Giscard d'Estaing, Boulevard de la mort. Écraser, tout le monde rit. Voilà. Alors l'album, donc c'est Alpha Blondy avec donc le Solar System. Et le titre c'est Il est grand sourire d'Alpha Blondy, donc et disque que nous recommandons qui s'appelle Positive Energy. Les tweets, le premier de la rédaction web de la RTBF à propos de la 14e édition du festival Esperanza qui aura lieu du 31 juillet au 2 août à l'abbaye de Floref, où passera bien évidemment Alpha, 31 juillet 2 août. Un tweet de Radio Pub à propos de Radio Livre, l'émission à la mode sur Alpha Blondy FM à Abidjan. Donc, et cette radio s'appelle Alpha Blondy FM, on en a parlé tout à l'heure là aussi, mais c'est important de le signaler. Et puis le dernier tweet évoque le Reggae Ska Festival, un festival qui a lieu à 6 km de la bonne ville de Bordeaux en France. Se produiront donc beaucoup d'artistes qui sont inspirés du reggae, ou carrément des artistes de reggae comme Jimmy Cliff, Groundation, Black Uhuru, Fishbone, très bon groupe Fishbone, Alpha Blondy et bien d'autres. Alors c'est le 7, 8 et 9 août prochain. Laissez donc vos tweets avec le hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet de TV5 Monde. Ma chère Lise Laure, nous allons commencer par vous, les coups de cœur pour terminer. Oui, ben, un coup de cœur, c'est plus un peu une invitation à la lecture. C'est une exposition qui a commencé à l'Institut français de Brazzaville, qui est consacrée à un grand romancier qui s'appelle Soni Laboutansi. Donc, c'est les 20 ans de sa mort, romancier. Il avait une troupe de théâtre, le Roca du Zoulou. Et aujourd'hui, le centre, l'Institut français de Brazzaville, vraiment lui rend un hommage. Et d'ailleurs, en février dernier, le Tarmac, donc le théâtre francophone, lui a également consacré un hommage à travers une pièce qui s'appelait Soni Congo. Il y avait notamment 2 grands comédiens, Chris Nyanguna et Marcel Mankita. Voilà. Michel. Un coup de cœur rapide, on en a déjà parlé dans cette émission avec Mathieu, ça concerne les web documentaires. Moi je vous recommande chaudement d'aller regarder Track Interdite ou Do Not Track, parce que c'est vrai que de ce côté-ci de l'Atlantique, on est un tout petit peu moins attentif aux Français. Donc c'est sous ce nom-là que vous allez le trouver. Vous pouvez le trouver très facilement sur le site internet de la radio-télévision suisse, rts.ch/dossier. Je vous mets tout ça sur Twitter, sur Facebook si vous le souhaitez, puis ça s'affiche à l'instant à l'écran. C'est vraiment excellentissime et c'est l'avenir, en tout cas ce que doit être le webdoc, est tel qu'il pourra se développer et véritablement apporter un plus et se démarquer de la télévision. Mon cher Mathieu. Écoutez, ça va être une offensive franco-helvète, en fait canado-helvète, parce que je vous recommande la même chose. Et je voudrais en fait vous amener vers le site de l'ONF, onf.ca, qui est l'Office national du film, qui existe depuis 1939, qui a le volet programme interactif, qui est là depuis 2009, qui ont fait des productions incroyables. C'est plus d'une dizaine de productions interactives par année, plein de prix à la clé. Ils ont gagné des Webby, ils ont gagné des prix à South by Southwest, qui est la grand-messe du numérique à Austin, au Texas. Et il y a vraiment une expertise francophone. Et ça, je tiens à le redire, parce qu'avec Arte, par exemple, qui produit vraiment de très, très belles choses, l'ONF, les Suisses, il commence à y avoir une grande expertise francophone. Récemment, à Tribeca et au Museum of the Moving Image à New York, il y avait un festival. Il y a des volets numériques là-dedans et le Canada et la francophonie sont toujours très, très bien représentés. Alors, Track Interdite, mais toutes les autres productions qui sont autour de ça, qui nous permettent de découvrir les nouvelles narrations. Il faut aller jeter un coup d'œil et c'est vraiment un bon prétexte, cette émission-là, pour vous orienter vers ces productions-là. Je suis d'accord. Ouais, hein? Ouais. Un axe, l'axe québéco-helvétique. Mon cher Alain. Le joli mois de mai en Belgique, c'est le mois du concours international musical Reine-Elisabeth, en abrégé CMIREB. Alors c'est un concours de musique classique.
qui a un retentissement énorme. Il faut dire qu'il existe depuis longtemps, 1951. En alternance, tous les 2 ans, c'était le piano et puis le violon. Cette année-ci, c'est le violon. On a rajouté le chant. On va rajouter à partir de 2017 le violoncelle, ce qui en fera sans doute un des premiers concours de jeunes violoncellistes dans le monde. Alors, évidemment, ce concours qui intéresse un très large public, et la RTBF est très présente à la radio, à la télé et sur le web, visible dans le monde entier, a évidemment aussi ses détracteurs, hein, notamment, ils font référence à la célèbre phrase de Debussy, « Les concours, c'est pour les chevaux », voilà ce qu'il disait. Mais en même temps, et Yves le sait puisqu'il a dirigé les antennes de la RTBF, les audiences à la télévision de ce concours musical dépassent largement les audiences de la musique classique et ça joue un rôle quand même dans à la fois la popularisation de la musique classique auprès du grand public et aussi sans doute dans l'émergence d'un certain nombre d'artistes. C'est un grand moment, c'est un rituel chez nous et les finales auront lieu entre le 25 et le 30 mai à Beaux-Arts et donc diffusées sur toutes les antennes. Yves, coup de cœur. Guillaume, on était dans la musique africaine avec Alpha Blondy. Alors si les Ivoiriens sont les maîtres du reggae africain, le cœur du blues africain, c'est au Mali qui se situe. On pense même que c'est l'origine du blues tel que créé aux États-Unis. Basekou Kouyaté et Ngoni Ba. C'est sûrement le meilleur album du moment africain, voire tout court. Un maître du Ngoni, on connaît plus sans doute en Europe Toumani Diabaté, qui est un instrumentiste absolument merveilleux, mais le Ngoni est aussi un instrument, et que son maître réussit à faire sonner parfois presque comme du Johnny Hooker ou du Jimi Hendrix sur cet album extrêmement moderne, extrêmement réussi, extrêmement intéressant, et la démonstration de la vivacité absolument incroyable de la musique au Mali. On parlait déjà il y a quelques temps de Songhai Blues qui font une tournée en Angleterre qui marche très très bien. Et ça vraiment, voilà, je vous recommande, très très bon album de Basekou Kouyaté et Ngoni Ba. Merci à vous tous. C'était l'édition de 200 millions de critiques. Nous sommes à l'Institut du Monde Arabe et nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine, tous ensemble pour suivre l'actualité culturelle. Ciao.